Yes! La salle est en délire. Non, ben, on arrive à cette deuxième partie-là, dans le fond, de notre discussion qui a pour thème, dans le fond, le développement durable, comme on a eu la chance de l'aborder. On est en présence de Michael Touga qui a la ferme avec sa copine Cynthia, la ferme La Rosace. Yes. On a Martin ici ensuite qui est PDG de l'entreprise Les Serres Tessier. Puis on a le groupe Tessier, pardon. Puis on a Alexandre Ouellette de la ferme La Pelletée qui est copropriétaire, co-gestionnaire aussi également. Avec Philippe Morissette. Avec Philippe Morissette. Mais merci d'être ici. Plaisir. C'est bien apprécié de prendre du temps pour venir nous voir dans ce beau décor. Yes. Je pense qui est le gîte des oies. Oui. Merci, Saf. Mais je pense que sans plus attendre, on va tout de suite se lancer dans le bain. Comme on a pu le constater dans la première partie, on arrive vite à la fin de cet épisode. Donc, je pense qu'une première question, juste pour mettre un peu la table, peut-être chacun à votre tour un peu juste nommer qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport au développement durable? Qu'est-ce que ça l'évoque, dans le fond, pour vous? Puis je pense qu'on pourrait commencer de là pour, après ça, aller plus spécifiquement dans ce que vous faites, dans qu'est-ce que vous voulez implémenter aussi. Est-ce que j'ai bien en premier? Ben oui, Michael. Right. C'est ça, pour nous, le développement durable, super important pour la ferme. Une petite ferme maraîchère là, qui fait une quarantaine de cultures en certification biologique. Donc, une ferme diversifiée aussi qui produit sur une très petite surface. On fait à peu près 0,5 hectares. C'est sûr que le développement durable, c'est comme au centre de notre réflexion sur la ferme, mais souvent, on va plutôt penser en termes d'écologie. On trouve que parfois, le terme développement durable est très centré sur l'aspect technique de la chose, un peu. On va trouver une technologie pour sauver le monde. Puis ça, nous, ce qu'on a essayé plus de faire, en fait, la première chose qu'on a faite avec la ferme, c'est de prendre l'exigence financière, la rentabilité financière, cette dimension-là de la ferme. On a baissé un peu sa valeur pour la mettre à un niveau égal avec l'aspect social, écologique, mais aussi nourricier de la ferme. Donc, dans chacun de ces aspects-là, ça nous aide au quotidien à prendre des décisions, ça nous aide à vraiment gérer notre ferme. Parfois, ça va être le côté écologique qui va primer, parfois, ça va être un autre aspect. Puis dans chacun de ces dimensions-là de la ferme, on fait des actions pour aller dans le sens du développement durable, là, si on veut. OK. Donc, par exemple, pour nous, la dimension nourricière, c'est de produire la nourriture de haute qualité, de reconnecter les gens avec la nourriture locale, de saison et tout ça. C'est d'être aussi, de nourrir notre communauté, d'être dans l'abondance et tout. Après ça, du côté, par exemple, écologique, mais là, ça peut être au niveau de nos pratiques qu'on va avoir un impact à ce niveau-là. Niveau social, encore une fois, on s'intègre dans des projets pour pouvoir avoir un impact social au quotidien. On pourra revenir peut-être plus en détail par la suite, mais là, je reste un peu le portrait, si on veut. Puis c'est ça, mais puis ensuite, la rentabilité, c'est sûr que on a la volonté quand même d'avoir une entreprise qui est durable dans le temps. Fait que l'aspect économique, on s'en sort pas non plus. Puis en même temps, on essaie de démontrer que notre projet est viable, c'est quelque chose qu'on peut reproduire, puis qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire ce même type d'agriculture-là que nous. Là. Ouais. Puis est-ce que, justement, aussi, est-ce que c'est un processus qui est au niveau décisionnel, genre, comment vous l'intégrez un peu? C'est-tu comme vraiment un truc, vous êtes en début de saison, vous faites la planification pour l'année suivante, pour le nombre de pourcentages peut-être en légumes que vous voulez augmenter, puis là, vous êtes genre, OK, bon, ben là, structurellement, on regarde nos objectifs, on regarde nos valeurs, puis comme qu'est-ce qui marche, comment on fait une conjoncture de tout ça? Comment ça se passe un peu? Là, c'est sûr, nous, on est à notre deuxième année en production, fait que c'est quand même très nouveau. On est en création, on a beaucoup de cordes à tenir en même temps, si on veut. Mais à chaque année, on va planifier l'année prochaine, donc faire la planification culturelle, mais aussi juste la planification en général. Puis on va tout le temps se donner des objectifs annuels. Puis ces objectifs annuels-là, absolument, représentent ces 4 dimensions-là que j'ai parlé. Donc on essaie tout le temps, dans chacune de ces dimensions-là, de soit prendre un peu une partie des finances pour l'injecter là-dedans, une partie de temps aussi qu'on va mettre là-dedans. À chaque semaine, on essaie au quotidien de trouver du temps pour pouvoir avoir une implication sociale, une implication économique, écologique et tout ça. Là. Ouais. OK, super intéressant. Vraiment. Je pense que ça va être le fun de revenir aussi plus en détail précis, tantôt. ouais, c'est ça, ben oui. Mais c'était exactement là qu'on voulait aller. Parfait. Puis pour toi, justement, Martin, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente aussi au sein de Tessier?
C'est une grosse question. Évidemment, chez TC, on est fabricant de structures, donc faut trouver une façon d'appliquer le développement durable, mais c'est vraiment large comme question, comme on disait tantôt. Je crois personnellement que c'est un projet de société. Donc, ça ne repose pas seulement sur les agriculteurs, ça repose pas c'est vraiment un projet de société qu'on va devoir mener tous ensemble. Nous, on doit trouver une façon de participer à ça. Ouais. On participe à l'autonomie alimentaire par la bande. Donc, en fournissant des structures de serre, on réussit à améliorer un peu les performances des agriculteurs. Et puis, on a aussi des défis au niveau du recyclage des plastiques agricoles. Veut pas, ils génèrent beaucoup de tonnage de plastique agricole annuellement, puis il y a des gros défis de recyclage. Donc, on travaille aussi avec l'ETS, pour ne pas la nommer, pour réussir à fabriquer des serres avec des matériaux recyclés de plastique. Ah ouais, OK. Oui. On est quand même relativement avancé, autant au niveau structure qu'au niveau recouvrement. Donc, c'est quand même innovant puis super motivant parce que plus que jamais, on veut faire partie de la solution. Et puis, je pense que c'est l'innovation qui va nous emmener ailleurs dans les prochaines décennies. Puis, je voulais juste prendre le temps quand même de souligner deux choses. Là, tu faisais une distinction entre le recouvrement puis les structures. Puis juste pour peut-être que ça soit clair pour tout le monde, si on parle de recouvrement versus les structures, on est vraiment dans les structures de serre, donc les toiles plastifiées pour recouvrir les serres. Puis quand on est dans le recouvrement, c'était plus tout ce qui est justement les types de matériaux qu'on va utiliser pour buter, pour planter là, directement, qui couvrent le sol dans le fond. Là. Exactement. Tu as deux principaux types de plastique agricole, qui est le recouvrement de serre qui génère beaucoup de pieds carrés dans une année de changement à tous les 4 ans, mettons, à tous les 4-5 ans. C'est ça. C'est malheureusement, on vit avec la serre, c'est recouvert d'un plastique qui est traité UV, mais après quelques années, il perd ses traitements UV. Ouais. Donc, il faut faire un remplacement périodique. C'est ça. Donc, si on réussit soit à allonger la durée de vie ou à recycler le plastique à 100%, je pense qu'on va quand même faire un super bon gain au niveau environnemental. Parce qu'une fois que le traitement UV est affecté, les plastiques vont comme un peu jaunir ou devenir plus opaques. Puis là, il y a une diminution, finalement, la rentabilité. Du rendement, de la rentabilité. Exactement. C'est que le polyéthylène, habituellement, il est traité UV pour 48 mois, 48 à 50 mois. Donc, il est dégressif. Okay. Plus il est vieux en temps, plus il risque de briser. Moins il y a une luminosité. Donc, on s'entend en serre, 1% de transmission lumineuse supplémentaire, 1% de productivité végétale supplémentaire. Donc, c'est attaché ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vivre. On doit vivre avec. Il faut manager ça. Sauf que si on peut faire le full circle, mettons qu'on prend cet anglicisme-là, on va faire des bons gains. Mais oui, effectivement aussi, le plastique agricole est aussi les plastiques de paillage ou les plastiques d'ensilage. Ouais. C'est un autre volet qu'on doit réussir à recycler. Le problème est que c'est des plastiques qui sont souvent sales de par leurs utilisations. Donc, ça nécessite... un bon casse-tête, quoi. Oui, c'est un beau projet de société. Oui, bien dit. Belle perspective d'avenir. Oui. Puis finalement, Alex? Oui, nous, le concept de développement durable n'a jamais vraiment été dans notre vocabulaire pour commencer la ferme ou avoir comme certaines intentions par rapport à la ferme, mais définitivement, la dimension écologique de la ferme a toujours été au cœur de nos préoccupations. Puis, tu sais, on dirait que ça va un peu de soi, là, si tu fais du développement, pourquoi ça serait pas durable? Genre, why not? Puis, mais il y a quand même aussi cette idée-là que, tu sais, on fait quand même d'agriculture, tu sais, l'agriculture, c'est extractiviste de soi. Donc, nous, on essaie de minimiser cet impact-là qu'on peut avoir sur nos sols. Donc,
on se concentre dans nos pratiques à avoir une approche qui soit justement plus régénérative. Là. C'est une espèce de nouveau concept, pas très nouveau, mais qu'on commence à en parler de plus en plus puis qui a pris la place de certains... Qui est popularisé. Oui, exactement. Fait que là, nous, c'est plus dans cette direction-là qu'on va, surtout d'un point de vue environnemental. On essaie d'avoir des pratiques agricoles qui vont être régénératives, qui vont améliorer nos sols, qui vont améliorer nos rendements par le fait même, qui vont diminuer aussi nos travails en champ, puis ils vont du fait même améliorer la dimension humaine sur la ferme, c'est-à-dire moins de travaux pour nous, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour penser, puis avoir plus de temps en fait pour améliorer les systèmes en général sur la ferme, puis avoir justement une entreprise qui soit durable dans le temps, puis une entreprise qui soit pérenne, qui nous permette de justement transmettre ce message-là sur le long terme. Ben oui. Ça, c'est un beau défi aussi. Là, on parle de durabilité, là, ou plus une notion justement... Biologique ou sur le plan naturel, mettons. Et voilà, mais d'avoir une ferme qui est durable, qui est pérenne, tu l'as dit, là, ça, c'est un méchant beau défi. Puis des fois, quand t'es juste à la course tout le temps, puis que t'as la broue dans le toupette, t'as la tête dans le champ, c'est pas là que t'as le temps, comme tu disais, de réfléchir puis d'avoir les meilleures réflexions sur comment améliorer... d'avoir ce pas-là de recul nécessaire à avoir un meilleur ouais, puis c'est point de vue du survol. Non, vas-y. Mais c'est souvent dans ces moments-là aussi où et plus on court, plus on s'éloigne en fait du but du développement durable ou du moins de trucs qui sont vraiment importants, qui nous sont chers comme l'écologie, parce qu'on commence à être complètement obsédé par l'appât du gain puis de la rentabilité. Puis là, c'est là, je pense qu'on oublie certaines choses. C'est fun de mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de réfléchir à ces enjeux-là, puis de pas juste être constamment dedans. Ben oui, puis je trouvais il y avait quelque chose d'intéressant aussi que tu nommais justement tu sais, une fois que il y a un pas de recul un peu qui est pris, mais qu'il y a quand même une certaine santé financière, une santé humaine, une santé sociale qui entoure l'entreprise. Ben, cette même entreprise-là, cette même ferme-là est plus présente, présente là plus longtemps aussi pour pouvoir porter le message. Tu sais. Parce qu'incarner un message, d'essayer d'implémenter full de bonnes pratiques, tout ça, mais finalement, la ferme ne dure que 3 ou 4 ans parce que humainement, c'était tellement difficile à porter. Ben, c'est dommage, mais ce message-là, dans un sens, est un peu perdu. Tu sais, il s'est évaporé parce que la présence de la ferme n'est plus là pour pouvoir le porter dans un sens. Là. Exactement. Aussi d'être une preuve que ça fonctionne. Oui. C'est important. Le terme développement durable est quand même un peu galvaudé. Donc, selon celui qui le dit, peut y donner la direction qu'il veut. Mais on a ici une petite objectif que j'ai parlé un peu tantôt. C'est bon. J'aime ça. Mais non, mais totalement. Je suis 100% d'accord avec toi. On va avoir, je sais plus avec qui on discutait de ça plus tard, mais tu as des entreprises hyper extractivistes dans le milieu pétrolier qui vont pouvoir utiliser certains objectifs pour pouvoir dire OK, on fait du développement durable, mais il y a une dichotomie flagrante entre le type d'entreprise, puis après ça, certains objectifs atteints, tu sais. Puis pour revenir justement plus à du pratico-pratique, puis de comme qu'est-ce qui est fait pour encourager des pratiques qui œuvrent vers un développement durable, si on veut l'appeler comme ça, ou plutôt vers, je sais pas moi, une démarche consciente. Peut-être, tu sais, si ça peut rendre plus à l'aise aussi, même dans le vocabulaire, là, on va se donner un lexique large. Toi, Mick, justement, qu'est-ce que vous faites à la ferme qui toi t'inspire, que vous trouvez qui est le fun, justement, à ce niveau-là, puis qui œuvre vers le... Ben, c'est ça. Ben, je commencerais par dire... D'un, je pense que je vais dire comme la mission de la ferme qui va nous aider à aller peut-être un peu plus loin là-dedans, c'est que nous autres, on vise à changer le système alimentaire en transmettant notre passion, la bonne bouffe et de l'écologie, puis à partager notre expertise. Puis le mot de transmission de passion, pour nous, est vraiment important parce que je pense que pour qu'il y ait une solution écologique, il faut qu'on travaille beaucoup sur les valeurs de notre société. C'est pas juste une solution qui est technique, qui va apporter tous les changements. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Il n'y a pas une solution grandiose qui va nous sauver de tout ça. Mais justement, ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir transmettre notre passion, ça passe de plein de manières, que ce soit, ne serait-ce que par la vente directe, ça nous permet d'avoir un lien avec notre communauté. On vend des restaurateurs, on vend dans des marchés publics, des abonnements à des paniers, par exemple. On a un kiosque à la ferme aussi. Donc, c'est toutes des opportunités pour pouvoir sensibiliser les gens à manger local, qu'est-ce que ça implique, pourquoi c'est le fun aussi, manger local, pourquoi c'est important, et bio aussi, dans notre cas. Fait qu'il y a ça d'une part.
Fait que ça peut passer par des infolettes aussi. Sur les réseaux sociaux, on essaie d'être actif pour pouvoir avoir une présence, puis ne pas seulement vendre des légumes, mais offrir aussi une expérience plus grande, puis avoir un apport plus grand dans notre société. Fait qu'il y a ça d'une part. Ensuite, il y a un projet qui me vient en tête qui est vraiment le fun. On a participé à faire un projet de semi avec les élèves au primaire de l'école de notre village. Ouais. C'est des professeurs qui sont venus à la ferme. Ils ont demandé si on voulait les aider à amener à terme ce projet-là, que ça soit un beau succès, ce qui a été le cas. Puis ensuite, ça l'a mené à ce que je suis retourné dans la classe, parler avec les élèves des besoins des plantes. Ensuite, on a fait des liens sur les besoins des plantes, les besoins des humains pour qu'ils comprennent aussi qu'il y a un lien, développer un peu leur empathie avec le monde naturel. Puis ça, d'ailleurs, c'est selon moi un point vraiment important. Il faut qu'on redéfinisse notre place dans la nature, il faut qu'on redéfinisse notre rapport à elle, qu'on n'est pas les maîtres et possesseurs de celle-ci, mais bien comme un élément parmi elles, puis on a un rôle à jouer dans cette nature-là. Fait que c'est ça, puis ensuite ils sont venus à la ferme faire une visite de la ferme, fait qu'ils ont pu voir aussi concrètement toutes les observations qu'ils faisaient avec les projets de semis. Wow. Donc tu sais, pour moi ça, c'est pas de l'écologie directe, mais ça en est parce qu'au final, c'est les enfants, puis ils étaient vraiment allumés, ils étaient vraiment intéressés aussi. Donc, j'ai l'impression qu'on avait un impact réel, comme tangible. Ben oui, c'est fort. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais si on va d'un côté plus technique, mais c'est sûr qu'on utilise tout le temps, on essaie tout le temps d'utiliser des techniques de couvrir les sols le plus possible, nourrir le sol, l'équilibrer, maximiser sa biodiversité. En tout cas, plein de techniques qui vont nous permettre d'atteindre ça pour avoir un sol plus en santé, plus productif aussi. Donc là, on a l'écologie, mais on a aussi la rentabilité qui sont... Ouais, qui peuvent cohabiter. Il y a des fois que c'est l'inverse, on dirait que la rentabilité va dans le sens pas écologique, mais parfois ça se rallie aussi. C'est essayer de trouver justement ces ponts-là. Yes. Je veux pas trop. Ben non, c'est tellement correct. Écoute, ben oui, merci. Puis Martin, justement, je t'ai vu comme tu voulais commencer pour renchérir. Je voulais juste ajouter que c'était super intéressant que les élèves de l'école participent parce qu'ils comprennent que les fruits et les légumes poussent pas à l'épicerie. C'est quand même important. C'est sûr que des élèves en milieu agricole, mettons comme dans votre région respective, ils sont quand même plus exposés. Mais tu sais, si ce genre d'initiative-là serait élargie vraiment au Québec au complet, mais tu sais, dans des régions plus... urbanisées. Exactement, ça aurait du bon. Parce que c'est un peu eux qu'on doit éduquer, parce que c'est les consommateurs de demain. Ben oui, tellement. Puis que le milieu urbain et agricole sont souvent très séparés l'un de l'autre. Puis comme tu disais, si tu n'en as pas vu de chance, si tu n'en as pas vu d'agriculteur, ben c'est difficile des fois pour un enfant de comprendre tout ce qui vient de l'épicerie. Ça s'est fait comment? Ça vient d'où? C'est quoi les pratiques qui sont derrière? Tu sais, en plus, quand on crée un lien avec les gens... quand ils comprennent qui a fait la nourriture, il y a une histoire derrière cette nourriture-là. On a plus tenté à moins vouloir la gaspiller aussi, peut-être à vouloir cuisiner, la récupérer. Il y a comme une valeur. C'est ça pour moi, c'est comme ça tient vraiment tout ensemble. C'est tout un projet. Projet de société. Yes. On peut pas penser, même l'exemple tantôt des voitures électriques, je trouve qu'elle était excellente. On peut pas penser que là, la voiture électrique, c'est ça qui va sauver tout. Il faut vraiment redéfinir nos besoins, redéfinir la production, la consommation, etc. Ça, c'est un gros projet, mais il faut aussi accepter qu'on ne sera pas l'élu qui va pouvoir tout régler ça, mais qu'on peut chacun, de notre côté, travailler dans ce sens-là. Avoir un apport. Exact. Puis j'ai... Ouais. Moi aussi. Mais je voulais... non, mais je voulais aller justement vers toi, Martin, parce que, tu sais, tantôt, on l'a nommé, là, en ce moment, vous financez un projet dans le fond de recherche avec l'ETS pour justement réussir à faire partie de la solution, puis avoir vous aussi votre rapport, tu sais. Comment ça s'est passé? Ça fait-tu longtemps là, que justement vous avez comme amorcé cette réflexion-là, puis que vous essayez de... Le projet en tant que tel a commencé en 2021 environ. Là, on est à peu près à 40-45 les tests sur les plastiques, les tests de résistance pour réussir à avoir parce que là, veut pas une structure de serre, ça doit résister à des conditions climatiques. Donc, les calculs de résistance des plastiques sont faits.
OK. Donc là, on est rendu vraiment à la phase, le fun, la phase du design de la structure de serre finale. OK. Parce qu'on ne pourra pas nécessairement travailler avec le même genre de structure qu'on est habitué en tube métallique. Ah ouais, intéressant. Donc, tu sais, ça nous sort un peu de notre zone de confort, veut pas. Puis, tu sais, ça nous force à avoir une vision vraiment 360. Mais, tu sais, l'ETS est quand même super bien. Il y a des grosses têtes là, dans tout ça. J'en doute pas. C'est super motivant. Ouais. Puis là, on tombe dans le bout de la fond. On est rendu à l'étape, d'après moi, d'ici 12 à 15 mois, on va être à faire la serre à une échelle réelle. Là. Ouais, c'est ça, de la tester. Exactement. Wow. Je suis ultra curieux. Si c'est pas des tubes métalliques, ça serait quoi? Un Ça va truc être en forme de tipi. Ça va être, sans trop m'avancer, ça va être vraiment un principe de poutrelle. OK. Comme une poutrelle de bois, mais ça va être une poutrelle faite en plastique extrudé qui va être du plastique agricole recyclé. Oh. Wow. Donc, tu sais, on aurait vraiment un full circle sur la récupération. OK. Donc, puis parallèlement à ça aussi, on travaille aussi sur des recouvrements de serre alternatifs qui pourraient soit durer plus longtemps ou soit être plus facilement recyclable. OK. C'est quelque chose qui va amener, qui va peut-être déboucher sur une autre façon de penser, de plus faire de serre en acier ou de plus faire de serre en aluminium. Un jour, vont peut-être être en plastique recyclable. En plastique recyclé, C'est Wow. c'est super intéressant, là. On a envie de suivre ça. Mais puis comme tu le disais, tu sais, on veut des projets de société. Ça, êtes-vous dans le financement en partenariat avec le gouvernement, quelque chose pour ces recherches-là? Nous, on s'est engagé financièrement et en temps. OK. Donc, on a fait un chèque et donné beaucoup de temps OK, pour la partie fabrication de serre. Ben là, ça nous implique. Ben oui, vraiment. vous avez votre trop à expertise ce aussi. niveau-là, ouais. Exactement. Tu sais, ça reste que dans nos activités de fabrication de serre, quand on développe un produit, ben, tu sais, on essaie de le faire le plus durable possible. J'ai pas été capable de faire de l'obsolescence programmée sur les structures de serre à mon grand plus de trous dans les à mon grand regret, tu sais, mais c'est un gage de qualité. Ben oui. Il n'est pas rare que, tu sais, nous autres, ça fait 45 ans cette année qu'on est en affaires. On est une entreprise de deuxième génération, mais tu sais, c'est pas rare que je vois encore des serres qui ont été fabriquées puis installées par M. Tessier en 1980 qui sont encore debout. C'est bon, c'est super bon, mais tu sais, faut pas l'oublier, tu sais, il y a plusieurs produits sur le marché qui peuvent être des produits asiatiques qui sont pas nécessairement adaptés à notre climat. Donc, au niveau prix, c'est super intéressant, mais tu sais, nous autres, on doit atteindre le juste prix pour avoir une solidité maximale pour nos conditions climatiques. C'est quelque chose qui nous guide, tu sais, veux pas, si je prends le développement durable au sens large, ça en fait partie. Parce que, tu sais, je suis devant une structure d'acier, Alex et Michael ont les deux des structures de serre Tessier chez eux, ben ils vont, je suis pas mal certain qu'ils vont les avoir encore dans 20 ans. Donc, ça fait partie, veux pas, de nos réflexions puis nos guidelines quand on développe des serres ou des nouveaux produits. C'est intéressant. Alex, t'as de quoi rajouter? Ouais, en fait, c'était juste une question pour Martin. Si ça nuisait peut-être à votre développement d'avoir des serres aussi performantes puis aussi durables pour épandre votre... Mec, genre, non. Les vendre à l'extérieur ou un peu plus loin dans des climats qui sont un petit peu moins arides que les nôtres. Ben, ça nous force à penser autrement puis à développer une gamme de serres qui est adaptée à un climat. Veux pas, depuis le jour 1, Tessier était québécois, donc on avait des serres résistantes à l'hiver, mais là, quand on regarde pour expansionner en Europe ou expansionner dans le États-Unis, Midwest américain, ben on va peut-être plancher plus contre le vent que contre les charges de neige. Mais, tu sais, le groupe qu'on a à l'interne, c'est une pépinière d'idées. Donc, les idées sont toutes notées, les bonnes, les pas bonnes. Puis, tu sais, on se challenge pour réussir à emmener l'entreprise à un autre niveau. Ça serait le fun d'être comme les télés puis les cellulaires, puis que après dans ta serre, tu l'as acheté l'année passée puis cette année. Mais tu sais, j'aimerais ça que dans 10 ans, tu m'appelles loin, là, ça me prend une autre serre, elle est plus bonne. Mais... Dans votre brainstorm, ouais, c'est ça. Dans votre brainstorm d'idées, en tout cas, je dis ça, je dis rien, là, pensez à l'idée de tipi en serre. Moi, en tout cas, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Mais
Mais sans blague, pour aller vers toi, justement, Alex, à la ferme, là, avec Phil, comment vous voyez ça? C'est quoi les mesures peut-être que vous essayez de mettre en place? Ouais, ça, à chaque année, nous, en ce moment, tu sais, pour revenir peut-être à la partie plus humaine, tu sais, nous, quand on a commencé, on était vraiment investis, on était vraiment dedans. Puis je pense que rapidement, justement, on est arrivé à un point où on était au bout du rouleau, puis là, il fallait vraiment revisiter. Puis je pense que autant on avait travaillé fort pour mettre en place des systèmes écologiques, puis là, à un moment donné, on est arrivé à un point où c'était comme, OK, là, il faut retourner puis réévaluer nos besoins. Puis on a planché sur essayer de développer notre ferme en fonction pour qu'elle travaille pour nous, et non le contraire. Donc, c'est sûr qu'on a mis en place certaines... juste des trucs assez banals de... On essaie de ne pas travailler les week-ends. On essaie de partager des charges pour essayer que tout le monde ait un espace de vie qui soit sain, qui ne soit pas toujours à 100% dans la ferme. Puis sinon, point de vue très technique sur la ferme, ben on est vraiment des passionnés d'engrais verts, de culture de couverture. Yes. On a participé à la cohorte régionale pour essayer de développer différentes cultures de couverture qui pourraient être adaptées à notre région, à des fermes, des différents besoins. Nice. Et on est constamment en train d'agrandir la ferme, mais pour avoir plus de culture de couverture. Fait qu'on le moins de légumes, mais plus de culture de couverture. Donc, mais aussi en les intégrant de manière assez intelligente pour qu'on ait à moins travailler puis à utiliser moins d'outils de travaux de sol. Fait que c'est ça. Puis sinon, au point de vue, on essaie aussi de se créer des écosystèmes de distribution de légumes qui sont forts, qui sont résilients, justement, avec des gens qu'on connaît bien. Dans le monde de la restauration, pratiquement tous les gens avec qui on fait affaire, c'est des gens qui sont venus à la ferme, qui connaissent la ferme, qui connaissent les produits depuis le début. On a à peine changé de personnes on n'a jamais... Nos restaurants sont les mêmes ou des amis d'amis. On a c'est assez résilient de cette manière-là. Puis ça nous crée une communauté assez forte pour faire de l'éducation envers eux, qui font de l'éducation envers leurs cuisiniers, qui ensuite découle vers les clients aussi. Découle vers les clients, puis ensuite ça se sent d'une manière comme ça rayonne en fait, comme sur la table de plein de gens. Puis la même chose aussi pour notre système de panier. Puis tout récemment aussi, on fait partie d'un projet pilote communautaire dans le quartier qui s'appelle le Frigo sans fin. Puis nous, on fournit un frigo qui est gratuit. On va juste le remplir chaque vendredi. On va remplir le frigo. Puis les gens qui sont dans le besoin peuvent juste aller prendre ce qu'ils veulent. Fait qu'on a décidé d'être partenaire avec eux. Puis ça nous permet à la fin de la semaine, des trucs qu'on en surplus ou des choses qu'on veut faire découvrir à les gens, on peut juste le laisser au frigo. Puis incroyable. Faire du pouce là-dessus. Nous, à la ferme, on donne à la moisson mascoutaine. Aussi, tous les invendus, puis tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'encourage comme tous les producteurs et productrices à faire. Là, comme il y a toujours sur une ferme des invendus ou des légumes qui sont déclassés, qui sont quand même très bons, mais qui font pas le classement pour être vendus. Genre, puis ça vaut vraiment la peine. Là, c'est super facile. Un appel, la personne vient chercher, elle repart. Puis, direct. C'est vraiment pas compliqué. Très nice. Ça, c'est sûr que c'est difficile. On sait qu'il y a beaucoup de pertes d'aliments au niveau des champs. Fait que, de légumes là, qui se font directement à la ferme. Tu sais, souvent, quand on parle de gaspillage alimentaire, on va pointer du doigt les consommateurs à la maison, puis jetez pas votre nourriture, mais ça se passe beaucoup à la ferme aussi. Du fois, juste du fait qu'on a des invendus puis qu'on n'a pas de débouchés, fait que ça meurt là, tu sais. C'est pas tous les canaux de mise en marché qui sont... Tu sais, par exemple, si moi, en début de semaine, je fais une offre aux restaurateurs, ils vendent, je récolte, je vends. Mais si je vais au marché, là, je veux... Faire les fly, watch it fly, qui dit. Fait que là, tu fais ça, puis là, tu reviens avec des légumes, puis là, des fois, vu que ça a passé la journée sur l'étal, c'est un peu moins frais, fait que là, ça a passé moins dans nos standards. Fait que, tout ça fait qu'au final, tu crées un peu de la perte. Là. Ben oui, c'est clair. Puis au niveau, moi, ça a piqué ma curiosité tantôt quand Alex parlait de la cohorte régionale au niveau des tests des engrais verts que vous faisiez, mais c'était quoi exactement cette initiative? C'était une initiative qui partait du RFF, qui avait été développée par la RFF, puis ils ont essayé d'en faire dans différentes régions. Puis là, on était en Montérégie, des gens qui étaient intéressés par ça, on s'est juste mis ensemble, on parlait de nos projets, on a mis en place des projets qu'on voulait faire pendant cette saison-là. On est allé visiter certaines fermes, dont les Bontés de la Vallée, qui font beaucoup d'engrais verts. Puis ça, j'aurais aimé ça en parler de développement durable en fait avec cette ferme-là, mais ça sera pour une autre fois. C'est ça. Puis la cohorte, c'était juste pour discuter ensemble des différents projets qu'on avait, puis de mettre en test certains trucs. Très cool. Ça reste que le consommateur a quand même son mot à dire aussi. Ben oui. Il y a un choix de société, encore une fois, à faire quand que vous prenez un ou l'autre à l'épicerie. Il y a le facteur économique, effectivement, mais
Il y a le facteur, si l'argent reste dans le Québec, ben elle tourne dans le Québec. Si les légumes ou les fruits, whatever, viennent de 5000 km, ben je pense pas que l'agriculteur va revenir dépenser son argent dans l'économie. Non, s'acheter une petite poutine sur le bord de la route. Je pense pas. Chez TC aussi, ça fait peut-être 5, 6 ans, 7 ans même qu'à chaque année, on s'associe avec une de ferme client. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on est avec la pelletée. Donc, on offre des paniers de légumes aux employés, hebdomadairement à nos employés. Ah ouais, cool. Je dirais qu'on a un succès peut-être 50% des employés qui embarquent. Quand même. Donc, c'est super le fun parce que, tu sais, je trouve que c'est une façon qu'on walk the talk, là. qu'on fait ce que... Les bobines suivent les... Exactement. C'est un peu ça. Donc, c'est important. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on va réussir tous ensemble. Voilà. Les agriculteurs, les fournisseurs d'intrants, les fournisseurs de serre et les consommateurs. On est les citoyens mangeurs. Exactement. Et les citoyens ont aussi plein de... Tu sais, il y a des gens ne serait-ce que donner du temps aussi, pas juste acheter des fermes, aussi des fois donner du temps. Il y a des gens qui sont à la retraite. Nous, on a bénéficié de plusieurs retraités qui ont encore plein de bonne énergie à donner, puis des savoirs aussi qui nous ont full aidés. Tu trouves des enseignants par-ci, par-là, un peu partout, puis ça a vraiment fait une différence notable sur notre démarrage en nous. Fait que ça aussi, c'est une autre manière que les gens peuvent aider de cette manière-là. Ben oui, absolument. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs manières de s'impliquer, effectivement, puis de faire partie justement de l'écosystème qui gravite autour des fermes. Ben merci vraiment. On sent que le mot d'ordre de la journée projet de société, développement durable, je pense que c'est un projet de société. On va pas y arriver seul. Il faut que tout le monde se mette de la partie. Fait que merci beaucoup pour cette belle discussion. C'était vraiment agréable de faire ça avec vous autres. Merci encore une fois au public. Merci à Groupe Tessier, notre partenaire pour cette belle saison 5 qui démarre aujourd'hui.